Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, nous lisons dans les actualités qu'un événement qui s'est déjà produit de nombreuses fois se reproduit. Israël attaque la capitale d'un pays voisin et réduit en ruine une agence gouvernementale. Cette fois, c'est la Syrie qui a de nouveau été attaquée. Et je dois le redire une fois de plus. Israël attaque la Syrie depuis 15 ans, probablement plus, et bombarde à plusieurs reprises l'aéroport de Damas, plusieurs fois par an, n'est-ce pas? Et cela en toute impunité, en bombardant l'aéroport, les aérodromes et d'autres parties de Damas tout ce temps. Et maintenant, ils continuent à faire la même chose, même si, comme nous pouvons nous en souvenir, en décembre de l'année dernière, 2024, l'ennemi juré de l'Occident et des braves gens libéraux en Europe et en Amérique du Nord a été chassé, n'est-ce pas? Le régime de Bachar al-Assad est tombé face aux forces rebelles, c'est-à-dire les terroristes d'Al-Qaïda, qui ont réussi à prendre Damas et à s'emparer du pouvoir. Et M. Al-Jolani, alias Al-Shara, qui avait jusqu'à très récemment une prime de 10 millions de dollars sur sa tête par les États-Unis, a pris le pouvoir. Il a enfilé un costume, troqué le turban et la barbe de terroriste contre un costume et une petite barbe bien taillée. Et alors tout allait bien, n'est-ce pas? Tout allait bien, parce que ce chef d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra, était sur le point d'apporter la paix, la stabilité et le bonheur au pays. Il avait même réellement amélioré les relations avec Israël. Et il n'est pas intervenu, il n'a même pas protesté. Lorsqu'Israël, juste après la prise de pouvoir à Damas, a attaqué tout le matériel militaire et les installations du gouvernement sortant, puis du nouveau gouvernement entrant. Depuis, Israël bombarde sporadiquement, et aujourd'hui, ils ont frappé fort. Ils ont en fait bombardé le ministère de la Défense syrien. Regardez ici. Regardez l'ampleur de l'explosion. J'ai coupé le son. Apparemment, Al Jazeera était en train de mener une interview en direct pendant qu'ils filmaient ceci en arrière-plan. Et ils ont capturé ce moment où cette explosion dramatique et énorme s'est produite. Et j'aimerais souligner à quel point cela s'est manifestement produit en pleine journée, n'est-ce pas? Pendant les heures de travail, à un moment où l'on pouvait être certain qu'il y aurait du monde dans ce ministère, et probablement beaucoup de monde lors d'un jour de semaine normal. Parce que si l'on voulait mener ce genre d'attaque, tout en minimisant les pertes et les dégâts civils, on agirait la nuit. On attaquerait à un moment où ce bâtiment n'abriterait pas beaucoup de personnes qui y travaillent, évidemment. Mais non, ce n'est pas ce qu'Israël fait. Israël cherche toujours à maximiser la mort et la destruction qu'il peut provoquer, sans déclarer la guerre. Mais mes amis, chers auditeurs, n'ayez crainte. Heureusement, cette énorme explosion n'est pas un acte de guerre. Non, c'est un avertissement, car le New York Times nous explique comment il faut présenter cela correctement. Nous ne devons pas trop insister sur cette attaque, car Israël ne frappe que la capitale syrienne. Il ne fait qu'envoyer un avertissement au gouvernement. Donc ceci, c'est un avertissement. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une violation du droit international. Ce n'est pas une agression non provoquée. C'est la guerre. Juste un avertissement. Car Israël a menacé d'intensifier les attaques contre les forces gouvernementales syriennes, à moins qu'elles ne se retirent de Soueïda, une province du sud dominée par la minorité druze du pays. Donc, encore une fois, il s'agit d'un avertissement. Si vous, gouvernement syrien, qui avez essayé d'être amicaux envers nous et avez chassé le gouvernement que nous avons dit détester comme le diable, même si vous avez fait tout cela, vous devez maintenant vous plier à encore plus de nos exigences, à savoir que vous devez vous retirer complètement de Soueïda, que nous exigeons d'être libres de toute présence de vos forces militaires, même si ce territoire appartient à la Syrie. La Syrie, dont le gouvernement a serré la main des gouvernements occidentaux,
gouvernements européens et nord-américains, n'est-ce pas? Même la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, alors qu'elle était encore en fonction, s'est rendue à Damas. Elle a serré la main d'Al-Jolani, et tous chantaient les louanges de ce gouvernement. Mais même ce gouvernement doit, et je le répète, doit se conformer aux exigences d'Israël. Sinon, il y en aura d'autres, parce que ceci n'était qu'un avertissement. Encore une fois, c'est un avertissement. C'est un avertissement selon le Washington Post, selon le New York Times. Aaron Maté a d'ailleurs publié un très bon message à ce sujet sur Twitter. Netanyahou s'est attribué le mérite d'avoir contribué au changement de régime d'Assad et d'avoir mis au pouvoir la nouvelle branche syrienne d'Al-Qaïda. Al-Jolani, l'ancien chef d'AQ, devenu nouveau président syrien, a alors tenté d'apaiser Israël, alors que ce dernier détruisait les défenses syriennes et s'emparait de nouveaux territoires syriens. Jolani a déclaré qu'Israël et la Syrie avaient des ennemis communs, l'Iran et le Hezbollah, et a expulsé les groupes palestiniens. Aujourd'hui, Netanyahou remercie les alliés d'Al-Qaïda en les bombardant, en plus des tueries sectaires que la plupart du monde ignore. Voilà encore une raison pour laquelle les partisans du changement de régime auraient dû remettre en question la sagesse de faire cause commune avec Israël. Oui, il est assez clair que toute forme de désescalade n'est pas ce que recherche Israël. C'est clairement après avoir réalisé ses ambitions du Grand Israël en Asie occidentale, n'est-ce pas? Donc, je pense, j'ai oublié, je n'ai pas la carte indiquant où se trouve exactement cette province. La province de Soueida se situe dans l'angle sud de la Syrie. Si Israël parvient effectivement à établir un corridor militaire vers cette région et à couper l'accès des forces gouvernementales syriennes, alors, on étendrait en fait le contrôle direct d'Israël depuis le plateau du Golan occupé illégalement, jusqu'à l'autre extrémité de la Syrie. Donc, le récit officiel est que les forces gouvernementales syriennes attaquent les villages druzes, attaquent les communautés druzes, et qu'Israël, par pure bonté d'âme, intervient désormais pour libérer ces pauvres gens et les protéger, n'est-ce pas? Pour protéger la minorité, parce qu'Israël est une force humanitaire pour le bien qui protège les minorités. Je dois vous montrer ceci, car surtout sur mon fil Twitter allemand, je lis beaucoup de choses à ce sujet. C'est assez fou en ce moment de voir comment les bots allemands ou la sphère germanophone de Twitter se sont immédiatement emparés de la situation pour présenter cette attaque illégale comme une défense des droits de l'homme. Veuillez lire la traduction de ce que cette personne, je ne peux pas dire si elle est réelle ou non, ou si c'est un bot ou non. C'est tout simplement incroyable de voir qu'il y a maintenant, du moins dans mon fil, 4, 5, 6, 7 profils qui avancent exactement cet argument. Peux-tu comprendre pourquoi j'aime Israël? Dit la personne. Le monde entier abandonne les Druzes à leurs assassins. Un seul pays intervient, Israël. Un seul pays prend au sérieux les droits humains des minorités. Un seul pays s'oppose à une tentative de génocide. Et je ne plaisante pas. Voici les informations que je reçois en ce moment. Qu'Israël empêche ici un génocide perpétré par les forces syriennes contre la minorité druze. Pourtant, d'après ce que nous savons jusqu'à présent, les affrontements qui ont eu lieu dans cette région, qui sont réels, il y a eu des troubles et des morts, restent nettement moins graves que le massacre qui a frappé les Alaouites il y a seulement quelques mois dans d'autres parties du pays et à l'Est. Mais maintenant, Israël est apparemment, selon ces guerriers de Twitter, bot ou non, le défenseur des droits humains et de ses populations. Maintenant, Saïd Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a en fait tweeté à ce sujet, remettant les choses dans leur contexte. Araghchi affirme que, malheureusement, tout cela était trop prévisible
Quelle capitale sera la prochaine? Le régime israélien enragé ne connaît aucune limite et ne comprend qu'un seul langage. Le monde, y compris la région, doit s'unir pour mettre fin à son agression débridée. L'Iran soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie et sera toujours aux côtés du peuple syrien. Israël, félicitations. Vous offrez en réalité aux Iraniens exactement ce dont ils ont besoin pour se rapprocher des nouveaux dirigeants syriens, même s'ils combattaient auparavant leurs autres proxys. Vous savez, les Iraniens vont maintenant, bien sûr, essayer de tirer parti de cette situation et voir s'ils peuvent ou non renforcer leurs liens avec le gouvernement actuel d'Al-Jolani. Ou avec des personnes de ce groupe. Je n'ai aucune idée de la réalité de cela. Mais évidemment, voir votre ministère de la Défense exploser en pleine matinée, à une heure de grande affluence, et avoir, probablement encore une fois, cela doit concerner des dizaines de personnes qui ont dû être tuées dans cette frappe, n'est-ce pas? Directement sur une capitale. Je veux dire, cela va augmenter, disons, la propension des islamistes qui viennent de prendre le pouvoir en Syrie à peut-être repenser leur approche envers l'Iran et à voir si une quelconque connexion avec le bon vieux Téhéran pourrait être possible. Je dois également souligner que tout le récit selon lequel les Druzes seraient protégés ici semble aussi quelque peu douteux, parce que, et encore une fois, malheureusement, je ne peux pas vous dire si ces tweets sont authentiques ou non. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais au moins, une partie d'Internet affirme actuellement que les Druzes eux-mêmes ne demandent aucune intervention en leur nom. Il y a ce tweet ici, où apparemment un leader druze du plateau du Golan occupé s'est rendu du côté syrien et a prononcé un discours disant que le gouvernement israélien ne devrait pas bombarder leurs compatriotes ou leur peuple en Syrie. Et qu'Al-Jolani représente un problème et une menace, et que cette menace a été soutenue par l'Alliance occidentale ainsi qu'israélienne, mais qu'ils ne veulent tout de même aucun bombardement. Le tweet indique apparemment que ce que dit ce leader druze du plateau du Golan est « Je suis venu ici depuis le Golan, occupé malgré l'occupation israélienne et son armée. Ce que font ces gangs Takfiri, les gangs d'Ahmed al-Shara, ces meurtres, ne peuvent être acceptés ni tolérés. Nous tenons le gouvernement israélien et les États-Unis pour responsables, car ce sont eux qui ont amené Al-Jolani ici, avec l'Amérique, la Turquie et l'Arabie saoudite. Netanyahou peut arrêter la guerre en une heure. Nous ne demandons la protection d'Israël pour personne. Nous sommes protégés par Dieu. Cela ne me surprendrait pas si c'était vrai, laissez-moi le dire ainsi, car en général, les personnes qui aiment réellement leur pays, qui aiment les membres de leur groupe, n'approuvent généralement pas les bombardements massifs de leur propre lieu. Ces interventions humanitaires sont l'une des blagues les plus cyniques de l'Occident libéral, car c'est l'excuse. Sauver des gens, sauver des vies en tuant beaucoup de ceux que l'on prétend protéger. C'est tout aussi cynique d'imposer ces sanctions horribles à l'Afghanistan et d'étrangler économiquement ce pays, tout en affirmant que c'est pour protéger les droits des femmes en Afghanistan, n'est-ce pas? Vous avez constamment ce double langage, où l'on justifie des violences horribles, directes et indirectes, en avançant l'argument de protéger les gens contre des choses qui seraient encore pires. Et en ce moment, c'est exactement le récit qu'Israël est en train de construire. Encore une fois, la présentation est que tout cela n'est qu'un avertissement. Les choses pourraient empirer. Et laissez-moi aussi vous montrer ceci. Le fait que ce n'est pas seulement une attaque contre la Syrie, mais que cela va de pair avec une intervention israélienne encore plus agressive au Liban, d'où ils ne sont jamais partis. Ils ne se sont jamais retirés du territoire libanais, comme ils étaient censés le faire selon cet accord de cessez-le-feu, parce qu'Israël est intervenu dans la violence sectaire en Syrie
et a attaqué la milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran au Liban. Je trouve toujours amusant la façon dont les médias occidentaux ressentent toujours le besoin d'impliquer l'Iran. Quoi qu'il arrive, quiconque est attaqué par Israël est automatiquement mis dans le même panier, afin que l'on sache au final que cela est présenté comme un combat entre le bon Israël et le mauvais Iran, et que l'on sache qui il faut soutenir. Ainsi, le Liban, encore une fois, a également été attaqué. Et cet article du New York Times nous explique alors que, ces dernières semaines, Israël a intensifié ses attaques contre le Hezbollah dans ce que des responsables et diplomates libanais décrivent comme une tentative de le pousser à se désarmer, une exigence centrale de l'accord de trêve fragile. Éprouvé par le conflit, le Hezbollah affirme avoir déjà retiré ses combattants du sud du Liban, mais il refuse de déposer les armes à l'échelle nationale, insistant sur le fait qu'Israël doit d'abord cesser ses attaques quasi quotidiennes contre le Liban et se retirer des positions dans le sud du pays qu'il occupe encore en violation de la trêve de novembre. Israël a déclaré qu'il poursuivrait ses attaques et maintiendrait ses positions dans le sud du Liban parce que le Hezbollah y conserve toujours une présence armée. Cette impasse a ravivé les craintes d'un conflit renouvelé. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est comment ces gens peuvent écrire qu'Israël attaque et bombarde systématiquement des endroits, tout en présentant cela comme si ce n'était pas encore de la violence, n'est-ce pas? Selon la manière dont les médias occidentaux présentent l'impasse, le fait qu'Israël attaque massivement la Syrie et le Liban et bombarde des gens jusque dans leurs tombes, cela fait encore partie de la trêve. Cela fait encore partie d'un environnement stable, n'est-ce pas? La crainte, c'est que si l'autre camp réagit maintenant, alors nous entrerions dans un nouveau conflit. Mais apparemment, c'est normal. Apparemment, c'est ainsi que fonctionne l'ordre international fondé sur des règles. Tant qu'Israël apporte la mort et la destruction à son voisinage, cela est considéré comme de la stabilité. Dès que d'autres réagissent à cela, on parle alors d'escalade et de basculement dans le conflit. Le conflit n'a pas encore commencé. C'est en fait tout ce que j'ai pour le moment sur cette histoire. Alors permettez-moi d'avancer et de vous montrer ce qui se passe actuellement dans d'autres parties du monde, dans la partie du monde la plus raisonnable. Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu avant-hier et hier à Bogota, en Colombie, où des États ont annoncé des mesures sans précédent pour mettre fin au génocide à Gaza. Il y a eu une conférence officielle de près de 20 pays qui s'est conclue par un communiqué final. Toute cette initiative a été menée par la Colombie et le ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, et c'est un développement des plus bienvenus. Israël, bien sûr, condamne ce groupe avec force et virulence, mais le soi-disant groupe de La Haye, qui s'est maintenant réuni pour la deuxième fois, a publié une déclaration commune lors de la conférence d'urgence pour aider la Palestine. Dans celle-ci, ils ont rassemblé beaucoup de soutien parmi les membres pour effectivement suspendre les interactions économiques avec Israël et boycotter Israël au niveau étatique. Cette idée rappelle évidemment la manière dont la communauté internationale a commencé à réagir à l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 70 et 80, lorsque c'est réellement la pression économique qui a été exercée sur l'Afrique du Sud. Et comme vous vous en souvenez peut-être, c'est également l'Afrique du Sud qui a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice pour violation de la Convention sur le génocide. Cette déclaration conjointe représente donc une autre approche, une autre manière diplomatique et économique de tenter de mettre fin au génocide à Gaza. La déclaration disait « Nous, représentants de la Bolivie, de Cuba, de la Colombie, de l'Indonésie, de l'Irak, de la Libye, de la Malaisie, de la Namibie, du Nicaragua, d'Oman, de Saint-Vincent et les Grenadines, de l'Afrique du Sud
ainsi que tous les États ayant approuvé la déclaration suivante avant le 20 septembre 2025, faisons partie de ce groupe. Il est donc très intéressant de constater qu'ils essayent de maintenir cet appel à l'action ouvert pour le moment, afin de rassembler davantage de membres souhaitant y adhérer. Et il s'agit essentiellement de combien sont-ils? 6 points qu'ils aimeraient voir mis en œuvre. Premièrement, empêcher la fourniture ou le transfert d'armes, de munitions, de carburant militaire, d'équipements militaires connexes et de systèmes à double usage à destination d'Israël. Ce groupe réclame un embargo militaire afin d'empêcher le transit, l'accostage et l'entretien de navires dans tout port, le cas échéant, relevant de leur juridiction territoriale. Troisièmement, empêcher le transport d'armes, de munitions, de carburant militaire, d'équipements militaires connexes et de biens à double usage à destination d'Israël sur des navires battant notre pavillon, tout en respectant pleinement le droit international applicable, y compris la CNUDM, afin d'assurer une responsabilité totale, y compris le retrait de pavillon. Ainsi, non seulement les États membres signataires de cet appel ne devraient pas transférer d'armes provenant de leur propre stock, mais ils devraient également empêcher les entreprises dont les navires battent leur pavillon de transporter des armes. Voilà le troisième point. Quatrièmement, engager un examen urgent de tous les marchés publics afin d'empêcher les institutions publiques et les fonds publics, le cas échéant, de soutenir l'occupation illégale par Israël du territoire palestinien. Ceci est également une réaction directe au rapport de Francesca Albanese, la rapporteuse de l'ONU sur la Palestine occupée, concernant l'ampleur de l'implication du secteur privé là-bas, non seulement pour tirer profit du génocide, mais aussi pour profiter massivement de l'occupation des territoires palestiniens. Et encore une fois, il s'agit d'une initiative officielle du gouvernement. C'est une initiative multilatérale de ces pays, ce qui lui confère du poids. Surtout, si d'autres pays s'y joignent et promettent ensuite, en gros, à la Palestine, de mener des examens internes et d'harmoniser leurs politiques internes et étrangères afin de tenter de mettre en œuvre ces objectifs. Il ne s'agit donc pas d'une tentative de ces États de créer une nouvelle organisation internationale. C'est une tentative de leur part d'harmoniser leurs actions internes, ce qu'ils feront pour empêcher leurs agences, mais aussi les institutions à l'intérieur de leurs frontières, de mener ce type de commerce et d'interaction avec Israël. Cela peut donc être très puissant, car plus d'États rejoignent cette initiative, plus la pression augmentera sur le secteur privé de ces pays pour qu'ils cessent toute interaction avec Israël. Le cinquième point consiste à respecter nos obligations afin de garantir la responsabilité pour les crimes les plus graves au regard du droit international, par le biais d'enquêtes et de poursuites solides, impartiales et indépendantes, tant au niveau national qu'international. C'est bien entendu très positif. Je veux dire, cela réaffirme ce dont nous avons déjà parlé avec d'autres collègues sur cette chaîne. Nous devons vraiment commencer à utiliser le droit national et les tribunaux nationaux pour poursuivre les criminels de guerre, comme la plupart des membres du gouvernement israélien et aussi de l'armée israélienne. C'est donc un encouragement en ce sens. Et le sixième point va également dans cette direction. Soutenir les mandats de compétences universels là où ils sont applicables dans nos cadres juridiques, constitutionnels et judiciaires. La compétence universelle en droit est le principe selon lequel on peut utiliser un tribunal local, même sans aucun lien avec le lieu ou les personnes où le crime a été commis, afin de poursuivre les auteurs. Ainsi, en vertu des règles de la compétence universelle, inscrites dans plusieurs constitutions ou cadres juridiques de différents États,
il est parfois possible pour une victime ou pour une personne agissant au nom d'une victime d'intenter une action en justice contre quelqu'un se trouvant dans un lieu totalement différent et de demander au tribunal de statuer sur le crime présumé commis. Ce n'est généralement pas ainsi que fonctionnent les systèmes judiciaires, n'est-ce pas? Un tribunal ne statue habituellement que sur des crimes commis sur son propre territoire, à l'intérieur d'un État, n'est-ce pas? Mais si un pays dispose de ces dispositions relatives à la compétence universelle, cela ouvre la porte à ce que ces tribunaux déclarent effectivement avoir compétence sur des crimes qui se sont produits dans d'autres parties du monde. Et cela dépend beaucoup de chaque pays. Les codes juridiques, la structure constitutionnelle de chaque pays sur Terre peuvent inclure de telles dispositions ou non. Ils peuvent permettre la compétence universelle ou non. Mais ce que ce document indique ici, c'est que là où c'est possible, là où cette voie existe, elle doit être encouragée et utilisée. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'un document qui appelle à la création d'une organisation internationale ou d'un groupe pour réprimer conjointement. Il s'agit essentiellement d'une coordination pour des répressions individuelles par ses États membres contre les crimes qu'Israël commet contre la Palestine. C'est ce que cela signifie. Je trouve que c'est une approche très positive, car au moins certains pays essaient d'organiser quelque chose. Il est également intéressant de noter, ils ne le font pas par le biais de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit d'une démarche distincte qu'ils ouvrent afin de créer un cadre multilatéral pour exercer au moins une pression diplomatique et économique sur ce crime, des crimes que commettent Israël et ses soutiens en Occident. Maintenant, pour conclure cette intervention aujourd'hui, je voudrais vous montrer à quel point la propagande en Occident reste stupéfiante. Cela m'a vraiment fait rire aux éclats quand je l'ai lu ce matin, parce que ce genre de tweet circule depuis que la guerre russo-ukrainienne s'est aggravée en 2022, depuis le début de l'opération militaire de la Russie, de l'incursion russe en Ukraine. Ici, ce tweet affirme que les pertes russes en Ukraine ont atteint de nouveaux sommets vertigineux. Les taux de pertes récents de la Russie sont les plus élevés depuis le début de l'invasion. Des estimations indépendantes suggèrent que les forces russes perdent entre 1000 et 1500 soldats tués ou blessés chaque jour. Cela vient de quelqu'un qui a un drapeau américain et un drapeau ukrainien dans son profil. Je ne sais pas qui c'est, mais cette personne attire notre attention sur le fait qu'il y a un graphique dans The Economist, et The Economist est un magazine important, un magazine américain sérieux, n'est-ce pas? US magazine, right? Especially a poster child of neoliberalism. Surtout un exemple emblématique du néolibéralisme. Et The Economist, fidèle à son nom, essaie constamment de représenter le monde à travers des graphiques. Parce que les graphiques ne mentent pas. Ces personnes nous rappellent que dès que l'on a une analyse statistique de certaines données dans un tableur, alors ces données signifient automatiquement que c'est vrai. Parce que les données, les tableurs, les graphiques, c'est clair, non? C'est indépendant. C'est la vérité. Je ne plaisante pas. Beaucoup d'économistes sont en réalité très peu critiques envers ce qu'ils trouvent dans les tableurs, à un point presque risible. Mais ce type-là, et cet article de The Economist, c'est de la pure propagande. Cela vous montre de façon très claire, vraiment très claire ici, n'est-ce pas? Afin que chaque profane, chaque idiot, puisse comprendre à quel point la situation est grave pour les Russes, que plus de Russes pourraient mourir qu'à n'importe quel autre moment de la guerre. Et ici, vous avez la ligne noire qui vous montre les pertes, donc les soldats blessés par balles et blessés, mais pas morts. Et la ligne rouge vous montre combien de morts il y a. Et ici, vous avez une échelle. Donc je suppose qu'ils sont comptés par milliers, donc 1000 personnes par jour, et plus de 200 personnes tuées chaque jour.
Et la chronologie va du début de 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez comment cela augmente et comment le taux de perte s'accroît. Donc, le récit que cette partie des médias libéraux occidentaux véhicule, c'est toujours que la seule raison pour laquelle la Russie connaît un quelconque succès, c'est à cause de ses attaques en vagues humaines, n'est-ce pas? À cause du mépris total de la Russie pour la vie russe, en général pour la vie, mais aussi pour la vie russe, n'est-ce pas? Et simplement jeter des Russes à une mort certaine. Et c'est de cette manière brutale que ce régime sous Vladimir Poutine avance. Et encore une fois, ce graphique est absolument ridicule. 1300 pertes, 2500 pertes par jour. Je veux juste souligner à quel point c'est absurde. I just want to point out just how ludicrous this is. If we go to the homepage called Si nous allons sur la page d'accueil, la page d'accueil est le Global Defense Review, Global Firepower, un site qui tente d'estimer la puissance militaire des différents pays. Ils le font selon plusieurs facteurs, etc. Et c'est en général une page assez utile pour avoir une idée approximative de la puissance militaire des pays. Si nous regardons la Russie, nous voyons qu'ils indiquent le nombre de personnels actifs dans l'armée russe à 1,3 million. À ce rythme d'attrition, en moins de 3 ans, vous auriez tué ou éliminé l'ensemble du personnel actif de l'armée russe. Je veux dire, 1,3 million divisé par 1300, cela fait 1000 jours, non? En 1000 jours, l'Ukraine aurait épuisé l'ensemble du personnel actif, selon les estimations actuelles de l'armée russe. C'est bien sûr absolument absurde. Mais cela devient encore plus insensé si l'on prend la peine de lire cet article. Je vais simplement vous donner quelques extraits pour illustrer le niveau de propagande dans cet article de The Economist. Guerre Russie-Ukraine, du 24 février 2022 au 9 juillet. Au 9 juillet, notre suivi suggère qu'il y a eu entre 900 000 et 1,3 million de pertes russes depuis le début de la guerre, dont environ 190 000 à 350 000 morts. Cela actualise les évaluations d'autres sources, qui estimaient le total des pertes à plus d'1 million à la fin juin. Total casualties above 1 million at the end of June. Our numbers suggest roughly 31,000 Russians may... Nos chiffres suggèrent qu'environ 31 000 Russes auraient été tués lors de l'offensive estivale jusqu'à présent, qui a véritablement commencé le 1er mai. Ainsi, l'idée générale est déjà d'affirmer qu'il y a eu plus d'1 million de morts russes. Encore une fois, environ 1,3 million. Donc en gros, l'ensemble des effectifs militaires actifs actuels de la Russie aurait déjà été tué. C'est ce qui est avancé. Fait intéressant. The Economist affirme pouvoir réaliser ce type d'évaluation grâce à des sources ukrainiennes fiables, qui rapportent correctement et de manière adéquate les pertes du côté russe. Assez ironiquement, les Ukrainiens sont capables de vous dire précisément combien de Russes sont morts et quelles sont les pertes. Mais ils ne sont pas en mesure de dire combien il y a eu de pertes ukrainiennes. Si es mani est peu de données pour donner une estimation antariguelle comparable pour Tsri. Cependant, un catalogue des morts et disparus connus provenant du site web de l'UAL laisse entendre qu'entre 73 000 et 140 000 soldats ukrainiens sont morts depuis le début de l'invasion. Voilà donc la situation. Selon The Economist, 10 fois plus de Russes seraient morts ces 3 dernières années que d'Ukrainiens. Ce qui expliquerait aussi pourquoi l'Ukraine ne semble rencontrer aucun problème de recrutement militaire, alors que les Russes semblent manquer de personnel. Malheureusement, la réalité est exactement l'inverse, comme le confirment également les législateurs ukrainiens, qui ne cessent de répéter que ce ne sont pas des armes dont ils ont besoin, mais du personnel. Les vidéos que nous voyons d'Ukrainiens traînés dans la rue, des hommes ukrainiens traînés par ces recruteurs militaires brutaux, racontent une toute autre histoire. Et le fait que la taille de l'armée russe soit encore estimée, et il ne s'agit là
que des effectifs actifs des Russes, exactement au nombre que ce rapport affirme déjà morts dans la guerre, c'est aussi une forme d'indication. Je vous montre cela simplement pour vous faire comprendre pourquoi, en Europe et en Amérique du Nord, beaucoup de gens ignorent totalement ce qui se passe autour d'eux, parce que ce niveau de propagande est absolument, complètement insensé et ridicule. Insane and ridiculous, but this is what passes for proper analysis. Mais c'est ce qui est considéré aujourd'hui comme une analyse sérieuse et un rapport digne de ce nom dans un magazine néolibéral respecté en Amérique du Nord. Et ce genre de rapport est ensuite repris par des médias en Allemagne, en France, en Suisse et au Royaume-Uni. Ils citent et s'appuient sur ces rapports issus de sources et d'analyses très respectées. C'est ainsi que fonctionne tout le système et que beaucoup de gens finissent par avoir une vision complètement déformée de ce qui se passe réellement dans ces conflits. Très bien. Sur cette analyse, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. This analysis I leave you for today. Thank you very much for your attention.